Dans un livre que j'avais publié en 2012, La nouvelle idéologie dominante, le post-modernisme, un livre qui vient de sortir à nouveau en hébreu, à Ideologia Shaletet Achadasha à Postmoderniot. Dans ce livre, je tentais de construire une explication de la crise du régime démocratique que nous vivons actuellement. Je voudrais d'abord préciser que quand j'emploie le terme d'idéologie, ce n'est pas dans une finalité polémique. L'usage existe effectivement dans le débat public, mais c'est dans la perspective d'un regard sociologique, justement un regard qui constate qu'il y a une synergie entre les idées d'une époque, les idées dominantes, et la réalité sociale dans laquelle elles naissent. Une réalité sociale composée des cadres sociaux, économiques et politiques. Donc en fait, le principe d'une analyse sociologique, c'est que l'idée la plus élevée, toute idée, nourrit un rapport avec une base sociale, un groupe, une classe ou un pouvoir. Cela ne signifie pas, comme Marx pouvait le penser, qu'il y a un rapport de cause à effet entre une idée et, ou plutôt l'inverse, une classe sociale et une idée. Je dirais que dans cette approche que je voudrais défendre, il y a une cohérence systémique entre d'un côté les idées dominantes et de l'autre l'appartenance à la société qui s'exprime aussi à travers des représentations collectives. Que signifie dominante dans cette perspective? Je fais référence ici à un système d'idées qui s'impose à notre conscience sans que nous en soyons conscients. Ces idées apparaissent comme évidentes, naturelles, justifiées. Elles dominent cette idéologie parce qu'on ne le sait pas, on ne voit pas le pouvoir ou la base sociale qui préside à leur promotion. Et c'est dans cette perspective que j'ai tenté d'analyser un phénomène général que j'ai pu rassembler sous une seule catégorie en y voyant l'idéologie d'une époque, en quelque sorte. Et donc, l'adjectif postmoderniste, cette idéologie comme étant postmoderniste, demande aussi à être expliqué parce que le postmodernisme, c'est après coup une pensée qui est née dans la France des années 50, 60 et jusqu'aux années 70 au sein d'un milieu intellectuel qui était dans la mouvance du marxisme. C'est après que ces idées qui n'ont pas remporté un succès en France aient immigré aux États-Unis sur les campus qu'elles se sont transformées pour devenir une véritable idéologie et jusqu'à une vision des choses globales qui a retenti dans toutes les sociétés démocratiques par le biais des universités. Postmodernisme, en fait, parce que cette idéologie prend pour cible la modernité, qui n'est plus décrite comme les Lumières, l'état de droit, la raison, mais comme la domination, le capitalisme, l'enfermement, l'ethnocentrisme, le colonialisme. Pour les postmodernes, la modernité est close et il faut passer à un autre ordre social, d'où le postmoderne, c'est-à-dire l'après-moderne. C'est ce qui explique pourquoi le slogan clé de cette doctrine est la déconstruction, une théorie qui émane du philosophe Jacques Derrida et dans laquelle on peut voir le mot d'ordre de la nouvelle donne post-moderniste, déconstruire la modernité. La déconstruction ébranle en fait l'idée que l'on se fait de la réalité dans l'ère moderne, à savoir une condition externe, empirique, quantifiable, distincte de la conscience et de l'idée qu'on peut s'en faire. Désormais, la réalité n'est plus tenue pour être extérieure à l'extérieur du discours ou de la représentation, mais je dirais à l'intérieur. La réalité s'y voit réduite au narratif de l'acteur social. Ainsi, tout est relatif et il n'y a plus aucun critère du vrai, il n'y a que des vérités relatives. Cette dématérialisation de la réalité a eu pour conséquence de conférer au langage une valeur performative. C'est un terme américain. Cela signifie que toute la réalité se recollecte dans le langage, comme si dire, c'était faire.
toute cohérence, tout ordre social, identitaire, sexuel, etc., sont tenus pour être socialement construits et donc susceptibles d'une déconstruction, d'autant que tout ordre instaure une domination. Les sciences sociales, en fait, ne sont jamais allées aussi loin en prétendant que la réalité se résume à un discours. La déconstruction s'étend jusqu'à l'identité humaine, en héritière de la théorie de la mort de l'homme de Michel Foucault, l'homme en question désignant le mythe inventé par la modernité. Elle intronise ainsi l'ère du post-humain et va jusqu'à imaginer une transformation de la nature humaine. La doctrine du transhumanisme imagine ainsi la création d'un homme bionique qui adjoindrait au corps humain des prothèses numériques qui démultiplieraient ses pouvoirs. Cette déconstruction de l'homme élargit les limites de l'humanité. L'homme n'est-il pas mort, en fait? Dans une de ses branches idéologiques, l'antispécisme, elle vise ainsi à inclure les animaux, jusqu'à revendiquer une déclaration des droits des grands singes, à conférer des droits à la terre, comme cela fut fait pour la constitution de l'État du Guatemala, des droits au végétal dans le cadre de l'écologie politique et des prophètes du réchauffement climatique. Le concept d'humanité s'élargit ainsi, tandis que l'humanité elle-même se perd dans l'anonymat de la nature et du vivant. Sur le plan politique, la déconstruction du narratif moderne s'attaque à l'instance absolue de la modernité, qu'avait intronisé le cogito de Descartes. Je pense donc je suis. À savoir, autant le sujet individuel que le sujet collectif. C'est la doctrine du genre qui dénie la différence sexuelle qui s'emploie à démembrer le sujet individuel, tandis que la critique de la nation s'emploie à démembrer l'identité collective. Sujet sexué, nation, civilisation ne seraient aux yeux du postmodernisme que des narratifs construits pour la domination, l'ethnocentrisme, l'oppression. La destruction du sujet individuel sous l'effet de la théorie du genre retentit sur le concept d'humanité et installe un trouble identitaire qu'instituent les dispositifs juridiques destinés à instaurer un nouvel ordre de l'identité individuelle et de la famille, mais aussi de la vie humaine, par exemple la loi bioéthique. Un ordre qui n'est plus du ressort du vote de la majorité, mais le plus souvent du ressort de l'autorité quasi transcendante des juges. Remarquons cependant une clause capitale. Seuls les narratifs d'Occident sont visés, mais pas ceux des autres civilisations, que la doctrine postmoderniste exalte au contraire, comme à l'instar de sujets d'essence victimaire, réclamant pour leur identité spécifique déclinée en termes ethniques et raciaux, la jouissance des droits de l'homme, réputés universels, à l'encontre des droits nationaux du citoyen propres à chaque pays. La destruction du sujet national dessine un paysage que l'on pourrait définir comme la post-démocratie. En effet, il n'y eut jamais jusqu'à ce jour de démocratie en dehors de l'État-nation. Nous serions entrés dans l'ère de la fin des territoires, du village global, de l'homme nomade. De même, le pouvoir ne devrait plus fonctionner de façon centraliste, mais en réseau, ce qui rendrait possible un pouvoir multipolaire. On ne parle plus de gouvernement, mais de gouvernance. La post-démocratie installe ainsi la fin de l'État et de l'ère de la souveraineté. Un nouveau régime politique se profile qu'on pourrait définir par une série d'oppositions. La minorité l'emporte sur la majorité. L'autre est essentialisé, le citoyen déconstruit. La différence opposée à l'égalité, les quotas à la libre concurrence, le secteur opposé à la nation citoyenne, la population immigrée à l'identité nationale, les droits de l'homme aux droits du citoyen, la démocratie participative à la démocratie représentative, les ONG et les associations à l'État, la communauté internationale à l'État souverain, le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. La société devient une salle des pas perdus où les individus se croisent sans se connaître. La vie commune se déshumanise, il n'y a plus de vis-à-vis humain, le guichet administratif disparaît au profit du site informatique, la privatisation des fonctions collectives, auparavant sous la gouverne de l'État, va bon train, il n'y a plus de services publics,
il n'y a plus de public. Ce projet utopique s'accompagne d'un nouveau sacré, d'une théologie, je dirais, quasi-théologie. En un mot, c'est le retour des grands récits, des récits fondateurs des ordres sociaux et culturels dont le postmodernisme nous avait pourtant annoncé la fin. Le récit de la fin des grands récits est le récit d'aujourd'hui. Avec l'écologie profonde, c'est la nature qui devient enchantée et prend la forme d'un être qui punit, qu'il faut ménager, envers lequel la civilisation est coupable parce qu'elle l'a exploité. Les adeptes de l'écologie profonde, quand ils ne se préparent pas à la fin du monde en forme de vengeance de la nature, prônent une nouvelle forme d'ascèse quasi-religieuse en promouvant une économie de décroissance. Ils envisagent de réorganiser la société et l'humanité pour écarter la catastrophe écologique qu'ils annoncent en punition émanant de la nature malmenée par l'humanité. Un nouveau sujet révolutionnaire universel réapparaît, qui n'est plus le prolétariat, mais la multitude, selon l'ex-marxiste fréquentant à nouveau la religion Antonio Negri. La multitude se substitue ainsi à la nation, l'altermondialisme à l'universalisme, en une nouvelle organisation des peuples et de la lutte pour l'émancipation. La revendication identitaire de la théorie du genre cache, quant à elle, la fascination d'un genre originel neutre, antérieur à tout choix d'identité sexuelle. Ce neutre s'apparente à un saint néant qui transcenderait les genres et qui se profilerait derrière l'identité sexuelle. Il rappelle le nirvana que rechercha la génération psychédélique des années 60 et 70 dans les spiritualités orientales. Quelle est la base sociale de cet ensemble d'idées foisonnant? Eh bien, c'est en analysant les formes et les structures en un mot, la morphologie, d'un discours idéologique que l'on peut trouver des indices qui nous permettent d'identifier la position sociale et politique du groupe, la formation sociale, qui le tient et le met en œuvre. Nous remarquons que sur le plan du discours, la doctrine postmoderniste est marquée par un clivage structurel. La déshumanisation de l'homme s'accompagne d'une panhumanisation de toute la réalité, animaux, nature. Les dépolitisations propres à la critique de la nation, du gouvernement, de l'égalité, s'accompagnent d'une panpolitisation qui touche jusqu'à la sexualité et plus largement la vie. La recherche de l'indétermination et du neutre s'accompagne d'une extrême revendication d'identité. La déterritorialisation de la vie collective va de pair avec la relégation à la périphérie du destin individuel. La quête du post-humain s'accompagne de la revendication universelle des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont invoqués contre les droits du citoyen. Ce clivage structurel, cette contradiction logique interne est l'indice que les milieux qui se reconnaissent dans le postmodernisme sont eux-mêmes en porte-à-faux avec l'environnement sociopolitique qui est le leur. Par ailleurs, certaines de leurs idées désignent leur appartenance sociale. Par exemple, la sanctuarisation et la sacralisation de la nature ne peuvent être le fait de milieux défavorisés, qui en général souffrent de la nature, du fait de leur pauvreté et de leur exposition à ses calamités. De même, l'anomie, l'absence de valeurs, de règles, qu'induit la déconstruction du sujet individuel comme du sujet collectif, ne peut pas être le fait d'une classe dirigeante tant elle est génératrice de désordre. Par contre, la toute-puissance performative attribuée au langage est forcément l'expression d'un pouvoir réel, dominant. Cette affirmation de la toute-puissance de l'homme est d'autant plus étonnante qu'elle s'accompagne aussi d'une opposition déclarée à toute domination. Bien sûr, ce côté paradoxal est un trait propre à l'utopie. Elle promet l'instauration d'un monde qui n'existe pas encore, afin de délégitimer et abattre un discours et une classe de pouvoir déjà en porte-à-faux avec la réalité sociale qui a changé. L'utopie d'une libération totale annonce toujours un pouvoir totalitaire. Plus précisément, le postmodernisme envoie un double message, un message de pouvoir désigné aux élites, qui confère sens et légitimité à leur domination, un message libertaire de libération des mœurs, dont la doctrine du genre est le fondement, destiné aux masses, qui les appelle à l'individualisme radical. Qu'est-ce que ce paradoxe signifie sur le plan de la formation sociopolitique qu'il exerce? La réponse n'est pas facile à donner. Il faut en effet prendre en compte
deux situations qui tranchent sur ce qui prévalait au XXe siècle dans la nature du pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui s'est dématérialisé, au point que celui qui le détient peut le dénier et le combattre avec vigueur, d'autant que l'élite dominante est culturellement l'héritière de l'individualisme libertaire et quasi anarchique des années 60-70 de la démocratie occidentale. Aujourd'hui, l'homme de pouvoir condamne tout pouvoir, y compris le sien, voire appelle à la rébellion. La classe dirigeante d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la classe du 19e et du 20e siècle. J'ai trouvé un concept qui permet d'identifier sa nature. L'assise du pouvoir contemporain peut être comparée à une plateforme maritime, ces plateformes qui servent à l'exploitation du pétrole ou des gaz en pleine mer. La plateforme est morphologiquement en relation consubstantielle avec le continent, bien qu'elle soit indépendante de lui. Elle permet à ceux qui l'occupent de faire des incursions, des raids sur le continent et de se replier ensuite, sans supporter les conséquences de l'action commise sur le continent. Je distingue ainsi quatre milieux qui pourraient relever de ce modèle. De semblables traits les caractérisent. Ils possèdent le pouvoir d'influence dominant, tout en déniant qu'il s'agit d'un pouvoir. Leur action se fait sur le mode de l'incursion dans la vie de la société et de l'État, suivi d'un repli qui laisse croire qu'il n'y a pas eu d'action ni de responsable. Ils entretiennent des rapports systémiques les uns et les autres qui s'inscrivent dans un système de communication mondiale. Enfin, ils gèrent des flux là où l'État-nation gérait des territoires. Ces milieux sont les milieux médiatiques, académiques, judiciaires, financiers. Remarquons que ces milieux partagent le même type de pouvoir. Ils se fondent sur une compétence reconnue par des collègues. On dira qu'ils exercent une autorité de type bureaucratique, de type collégial et non pas bureaucratique. Les détenteurs de ce pouvoir ne sont pas contrôlés par une hiérarchie, mais ils dépendent de l'évaluation de leurs collègues. Leur activité professionnelle les confronte à des flux, informations, sondages et articles scientifiques, affaires judiciaires, état de la bourse. Quand je parle des milieux financiers, je pense au milieu de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire de la mise en œuvre d'une économie qui ne repose sur plus rien de concret, même pas l'or, même pas des biens réels, mais un échange de signes mondial par la voie digitale. Le mode d'action de ces groupes obéit à un double mouvement: incursion dans la société et la politique, repli dans la citadelle de la plateforme qui sont les médias, l'université, la justice, la bourse. Et ce sont ces milieux qui gèrent la réalité, le vrai, le droit, la valeur boursière. Il y a différents modes d'action. Les médias procèdent par l'enquête d'investigation ou le rapport des ONG, l'université par enquête scientifique, sondage, la justice par la mise en examen, la bourse par les rapports des agences de notation. En somme, il y a là des pouvoirs qui peuvent définir la réalité, définir ce qu'est l'événement, ce que doit être l'ordre du jour, définir qui a le droit de parler, fixer les normes et les valeurs de la société. Les effets conjugués de ces conséquences occasionnent une judiciarisation de la vie politique, une politisation du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le gouvernement des juges, une politisation de l'information, un recul du pouvoir d'État dans ses fonctions régaliennes, une dématérialisation de la vie économique, une désindustrialisation du pays, une délocalisation de la vie économique au profit des sous-traitants de la globalisation et la relégation à la périphérie de pans entiers de la société. Ces milieux professionnels agissent ponctuellement sur la société et la politique dans lesquels ils n'ont pas de responsabilité dans le cadre d'actions soft, sous la forme de raids, puis se retirent après coup de l'arène publique, laissant à l'État le soin de se mesurer aux conséquences de leurs actions. Les élites ont ainsi le beau rôle de prétendre ne pas rechercher le pouvoir, mais de défendre des valeurs, alors qu'elles imposent à l'État leur ordre du jour, sans prendre en charge la responsabilité qui va avec. Voilà pour la base sociale de la nouvelle idéologie dominante. Je franchirai maintenant un niveau supérieur en me demandant comment est-il possible qu'un tel phénomène se soit produit.
Là, nous avons compris que la transformation du pouvoir et l'apparition d'une nouvelle élite fondait socialement la diffusion de la culture postmoderniste. Mais ici, je réfléchirais à la dimension macro-sociologique, celui de la scène internationale. Dans quel paysage le phénomène qui est uniquement démocratique de l'idéologie dominante postmoderniste s'est-il manifesté? Le fait que le cœur de la critique du postmodernisme concerne la nation et l'État-nation nous met sur la voie. En effet, sur la scène internationale, un événement déterminant s'est produit à la suite de l'effondrement du pouvoir soviétique et quand l'Europe a vu l'apparition d'un nouveau pouvoir qui a non seulement affaibli la démocratie, mais a mis en œuvre une déconstruction de l'Europe des nations. Un pouvoir qui formellement n'est plus national ni démocratique, un pouvoir qui ne se recommande plus d'une identité culturelle mais des droits de l'homme. Je désigne évidemment l'Union européenne. Or, si on se souvient que la nation et l'État moderne sont nés de la chute des empires européens au XVIIe siècle avec la paix de Westphalie en 1648, il y a de quoi penser que la fin des nations d'aujourd'hui annonce le retour de l'empire, en tout cas de la forme impériale. De nombreux indices d'une telle évolution appuient l'idée que la constitution de l'Union européenne s'inscrit dans cette évolution. Déjà, la question des identités collectives et individuelles témoigne de cette mise en chantier d'une redéfinition générale des identités que le phénomène de l'immigration massive aggrave au point de mettre en œuvre l'avenir de la civilisation européenne. Deuxièmement, le néo-féodalisme qui découle de la démocratie participative fait des groupes et non des individus les interlocuteurs du pouvoir malgré l'apologie de l'individualisme démocratique. Les droits de l'homme sont opposés aux droits du citoyen, qui pourtant leur donnent la base de leur exercice, car les droits de l'homme ne signifient rien sans un tribunal national donc pour les surveiller. L'affaiblissement des États a éloigné les Européens des centres du pouvoir devenus indéterminés et abstraits. En un mot, il y a là autant d'évolutions qui témoignent de l'installation d'un nouveau pouvoir qui brise les anciennes allégeances pour installer sa légitimité. Ce moment-là s'accompagne de l'extension de l'influence de l'utopie postmoderniste, qui est, en fait, le discours le plus adéquat au pouvoir impérial européen au point qu'elle se transforme en idéologie. Merci.